le burn-out est de plus en plus considéré comme une maladie professionnelle. On a de plus en plus d'arrêts de travail, en l'occurrence pour burn-out. La première chose à faire, et ça fait écho, je pense, un petit peu à mon expérience, c'est, à mon avis, la sensibilisation. Alors, des managers, certes, mais aussi des salariés, pour pouvoir identifier les premiers signaux et voir quand il y a quelque chose qui commence à ne pas aller. Après, la deuxième chose, c'est que je pense, à travers cette sensibilisation-là, qui peut passer à travers des formations, il y a des organismes qui le font très très bien, et il s'est instauré, je pense, un discours un peu justement déculpabilisant, en expliquant que c'est pas un échec personnel, c'est pas un échec professionnel, ça peut être temporaire. J'entendais qu'on avait en France environ 30% des personnes qui vivaient un épisode dépressif. Bonjour et bienvenue dans le podcast Résonance, le podcast de l'expérience collaborateur. Je suis Sarah Creveillé et je reçois aujourd'hui Clément Estivier. Bonjour Clément. Bonjour Sarah. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous pour l'invitation. Tu peux me tutoyer. C'est vrai. Donc je vais lire un peu pour que les auditeurs comprennent à qui ils ont affaire. Donc tu es avocat au barreau de Paris, tu as construit ton parcours entre la France et l'Espagne et tu as notamment vécu à Madrid et à Salamanque. Tu es diplômé d'un Master 2 en développement des ressources humaines et droit social à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et tu as une bilicence en droit franco-espagnol. Et tu accompagnes aujourd'hui les entreprises françaises et espagnoles du cabinet dans lequel tu travailles sur des questions juridiques et opérationnelles en droit du travail. Donc, tu as eu plusieurs expériences enrichissantes, visiblement, tu vas nous en parler, dans de grandes entreprises françaises. Tu rejoins en 2016 le cabinet Faro, dans lequel tu exerces aujourd'hui, d'abord en tant que stagiaire, puis juriste et enfin avocat collaborateur. Et en parallèle, tu transmets ton savoir en enseignant à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où tu as du coup étudié. Et tu fais ça depuis 7 ans. Et tu es intervenu aussi à plusieurs reprises sur des plateaux de télévision pour rendre le droit plus accessible. Et, parce que tu es complet, ton parcours ne se limite pas à ta profession. Tu es aussi aventurier dans l'âme. Tu as parcouru les Amériques en van, du nord au sud. Tu es sportif. Tu t'es lancé le défi de relier Paris à Narbonne à vélo. Et quand tu n'es pas sur les routes, c'est sur scène que tu t'exprimes avec une vraie passion pour le théâtre et l'improvisation. Tu nous donneras les dates. Et enfin, parce que ça ne s'arrête pas là, tu lances un projet innovant en ce moment qui recense et partage les meilleures initiatives en droit du travail autour de la QVT et la RSE. Et ton idée, c'est d'offrir aux entreprises, quelle que soit leur taille, des kits clés en main pour implémenter facilement ces dispositifs et améliorer l'expérience collaborateur. Donc tu es au bon endroit, parce que nous allons parler expérience collaborateur. Et comment on se connaît, j'aime bien dire un petit peu d'où viennent mes invités, comment ils se sont retrouvés assis dans cette chaise. Alors, on ne se connaissait pas, et en fait, c'est Frédéric Herbé avec qui j'ai suivi un parcours de transformation toscane, qui était dans la même promo que moi, qui m'a parlé de toi et notamment de ce projet de plateforme QVT RSE. Et je me suis dit, tiens, un avocat qui s'intéresse à la qualité de vie au travail et à la RSE, je me suis dit, tiens, c'est pas banal, ça m'intéresse. Donc voilà comment tu es assis là aujourd'hui. Et en tout cas, merci d'avoir accepté. On a un rituel dans Résonance. Je t'invite à piocher la question mystère, de la couleur qui t'inspire. Alors, quand t'es-tu senti profondément en joie pour la dernière fois ? C'est une très bonne question. La dernière fois que je me suis senti profondément en joie, à mon avis, ça devait être, je pense, au sortir d'un concours d'éloquence. D'un concours d'éloquence, je pense que je pense que j'avais en fait beaucoup de... je me mettais beaucoup de pression en fait, je pense, pour cet événement-là. J'ai un rapport à l'oralité, je pense qu'on va y revenir, qui est assez intéressant et je pense que j'ai à mon avis mis beaucoup d'enjeux pour cet événement-là qui s'est finalement très bien passé. Et quand je suis sorti,
Et j'ai eu une sensation en fait de libération, quelque chose où j'étais vraiment en joie et pleinement connecté. Ça me le fait souvent après des prises de parole en public, où il y a une certaine émotion qui très intense qui se crée et une forme presque parfois de dissociation entre quand je suis sur scène et après, où parfois, ou souvent, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé véritablement sur scène, uniquement un moment intense et plein qui me comble et qui me suit après pendant plusieurs heures ou plusieurs journées. Je pense que c'est ça, à mon avis. Moment de joie. Merci. On est donc dans l'expérience collaborateur aujourd'hui. Ta définition, toi Clément, de l'expérience collaborateur? Alors, ma définition de l'expérience collaborateur, je pense que c'est intéressant le terme expérience collaborateur pour voir un petit peu, se mettre à la place du collaborateur et voir quelle expérience il vit au travail, quel est son parcours. Je le vois un peu comme une traversée. On sort du Vendée Globe, mais je le vois un peu comme une traversée où le collaborateur va être confronté à des ressentis, des perceptions, des interactions. Et c'est toutes ces choses-là, à mon avis, qui font l'expérience collaborateur, qui sont autant de choses qui vont venir impacter l'image que le collaborateur a ou se fait de son employeur et de son entreprise. Et notamment l'image et la manière de présenter son entreprise vis-à-vis de ses proches ou vis-à-vis de ses amis. Donc je pense que c'est très lié, à mon avis, à notamment la marque employeur. C'est quelque chose de très subjectif, assez dur à apprécier quand on est notamment l'employeur et la société, parce que c'est multifactoriel. C'est-à-dire que pour le coup, je pense que il y a des choses pour lesquelles l'entreprise peut œuvrer et des choses qui relèvent de la personne en tant que telle. Et je pense que dans l'expérience collaborateur, à mon avis, il y a une part très importante qui est liée notamment au sens qu'on donne au travail. C'est-à-dire pourquoi on se lève le matin, qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qu'on a finalement réalisé dans la journée et qu'est-ce que l'entreprise nous permet de réaliser dans la journée. À mon avis, ça, je pense que c'est quelque chose de très important, de rattacher cette expérience collaborateur en se disant, en fait, à la fin de la journée, quelle expérience aujourd'hui j'ai vécue au travail? Est-ce qu'elle était bonne? Est-ce qu'elle était moins bonne? Et pour quelles raisons? Et peut-être terminer sur la difficulté pour les entreprises à apprécier cette expérience collaborateur. Il y a plusieurs moyens qui peuvent être mis en place pour sonder un petit peu notamment la satisfaction des salariés ou avec des enquêtes notamment ou des questionnaires. Mais je pense que ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà et pour apprécier véritablement l'expérience collaborateur, je pense qu'il faut passer par une véritable empathie, notamment managériale, et une véritable écoute. Parce que, une fois de plus, ça va bien au-delà de ce qui est reflété dans le travail et dans ce qui est produit, en tout cas, par le salarié. Je pense que c'est ça. On a autant de perceptions qui sont individuelles, personnelles. Donc, D'ailleurs, toi, tu as eu plusieurs expériences en entreprise, hein, je le disais dans ta bio, pendant tes études, avec des stages longs, et dans des secteurs variés, donc aussi bien l'industrie cosmétique et luxe, l'agroalimentaire, l'énergie, l'assurance, et aussi dans le cabinet dans lequel tu exerces aujourd'hui d'ailleurs. Quelle différence marquante tu fais, toi, en tant que stagiaire, entre ces différentes entreprises? En gros, quelles bonnes pratiques, finalement, tu as retenues, qui t'ont plutôt enchanté, et lesquelles t'ont marqué, mais plutôt comme un peu comme des irritants à éviter plutôt? Je pense que la principale différence entre entre ces entreprises-là dans lesquelles j'ai travaillé, c'est véritablement, je pense, l'impact de la culture de l'entreprise. L'impact de la culture de l'entreprise est de voir un petit peu qu'est-ce qu'on met à disposition du collaborateur pour qu'il puisse notamment s'exprimer. En fait, j'ai en tête notamment une première expérience où, en arrivant, alors c'était extrêmement processé, c'était extrêmement méthodique, c'était extrêmement rigoureux, mais toutes ces méthodes-là, on nous a dit
fallait en fait qu'il fallait les consulter, soit sur une base de données, soit à travers des tutoriels, soit de manière en tout cas digitalisée. Et ça m'a profondément marqué de me dire que mon premier rapport, en tout cas à l'entreprise, ça allait être un ordinateur. Et ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était un irritant pour moi, en tout cas, d'être confronté en fait directement, soit à une vidéo, soit à un manuel, soit à un guide de bonne pratique. Alors que ce que j'ai apprécié pour le coup dans une autre entreprise, c'est dès mon arrivée d'organiser, alors en l'occurrence j'étais pas tout seul, il y avait plein de nouveaux arrivants, une réunion, notamment de questions-réponses, pour mettre à l'aise en fait les nouveaux arrivants, leur présenter l'information qu'on pouvait présenter de manière digitalisée, mais en l'occurrence c'était une réunion de 2 heures, c'était pas forcément très long, sur les bonnes pratiques, sur les horaires, les congés, les logiciels, les outils, etc. Et donc ce contact en fait directement à l'humain me semblait important. Et en tout cas, moi, m'a plu. C'est-à-dire que le fait de pouvoir s'exprimer, poser des questions, c'est quand même quelque chose que je trouvais assez important. Après, dans les autres bonnes pratiques que j'ai pu constater en tant qu'expérience collaborateur, et ça m'a frappé parce que c'est revenu à plusieurs reprises, c'est de ne pas lésiner, notamment sur le restaurant d'entreprise. Okay. Et pour être passé dans plusieurs entreprises, je me suis rendu compte qu'il y avait notamment une entreprise dans le secteur de la cosmétique qui mettait un point d'honneur à chouchouter ses salariés, notamment sur l'alimentation et sur le restaurant d'entreprise. Et ça, je peux vous dire que ça, pour le coup, fidélise beaucoup de salariés qui veulent rester dans cet établissement. C'est une entreprise, pour le coup, qui a énormément d'établissements en France. Et en cas de mobilité ou en cas de mutation, la première chose que regrettaient les salariés, c'était le restaurant d'entreprise. Alors la particularité, en l'occurrence, c'était que ils faisaient venir des anciens chefs qui étaient des reconvertis parce que ils voulaient sortir du monde de l'hôtellerie ou du monde de la restauration, notamment en raison des horaires, et que le monde de l'entreprise leur allait bien. Donc ça, c'est, je pense, une autre recommandation que je peux faire. Et puis, à mon avis, une des dernières choses qui m'a, je pense, profondément marqué en termes d'expérience collaborateur, ça repose en tout cas sur l'exemplarité. C'est-à-dire que c'est pas tellement lié pour le coup là à l'entreprise, mais plutôt au manager et à la direction. C'est-à-dire que concernant les bonnes pratiques, j'ai travaillé dans une entreprise où pour le coup les congés étaient presque illimités. On était très autonome alors qu'on était en stage ou en apprentissage concernant les horaires de travail. On était vraiment livré en totale autonomie, sauf qu'on avait une hiérarchie et une direction qui ne partait jamais en congé, faisait des horaires assez excessifs, importants, voire excessifs de travail, travaillait le week-end. Et je me suis rendu compte que, en réalité, on avait beau dire ce qu'on voulait, on avait beau mettre en place les dispositifs qu'on voulait, en réalité, si c'est pas insufflé par le management et par la hiérarchie, ça marche pas. Ça marche pas et ça ne suit pas derrière. Donc ça veut dire qu'on a des équipes qui ne sont pas, en l'occurrence, qui ne se sentent pas libres de prendre suffisamment de congés, de faire des horaires raisonnables, et ça mène régulièrement vers des équilibres vie personnelle, vie professionnelle qui sont pas forcément satisfaisants. Oui, donc là, ça veut dire qu'il y a un décalage entre le discours officiel qui prône plutôt l'équilibre vie pro-vie perso en mettant des processus en place et un cadre, mais pour autant, c'est plus lié à des personnes, donc là des managers ou des directeurs, qui eux ne s'appliquent pas ces directives et donc ne sont pas très modélisants pour le reste des équipes qui, du coup, les gens qu'on dit en dessous, ne s'autorisent pas dans la mesure où leur manager ne respecte pas. Intéressant, ouais. D'ailleurs, quand on sait que les stagiaires, enfin je vois bien même chez Xelia, les stagiaires sont potentiellement des futurs collaborateurs, en général on l'espère. Et avec le recul que tu as toi maintenant,
c'est quoi les conseils que tu donnerais aux employeurs? D'autres conseils peut-être que tu donnerais pour améliorer globalement l'expérience des stagiaires plus particulièrement? Le sujet des stagiaires apprentissage est assez intéressant pour avoir déjà fait plusieurs stages dans différentes entreprises et pour ensuite voir régulièrement effectivement passer des stagiaires au cabinet. La première chose, je pense que j'aurais que j'aurais tendance à dire, c'est de considérer les stagiaires comme des collaborateurs à part entière. Donc c'est-à-dire que pour le coup, ça me fait penser un petit peu en fait à mon expérience quand j'étais en Erasmus en Espagne. J'étais en fait dans une ville qui s'appelle Salamanque et dans cette ville-là, il y avait des locaux qui voyaient chaque année arriver des milliers, voire des dizaines de milliers d'étudiants Erasmus qui restaient environ une année. Et quand on est arrivé, ça fait des années que ça dure, c'est l'Eldorado de l'Erasmus en Espagne. Et quand je suis arrivé, premier contact avec les locaux a été en réalité très froid et très difficile parce que ils voulaient pas s'investir, ils voulaient pas créer de relations particulières parce qu'ils savaient en fait que dans un an ça allait être terminé et que ça allait être trop douloureux. Je pense qu'en fait les stagiaires c'est vraiment la chose à ne pas faire. C'est-à-dire que il faut s'impliquer très rapidement, les intégrer dans l'organisation, donc c'est-à-dire les inviter, leur proposer de venir aux réunions, leur proposer de venir éventuellement aux séminaires d'entreprise, toutes ces choses-là, pour vraiment les considérer comme des futurs collaborateurs. Parce que si on les considère comme des passagers clandestins, ils vont le ressentir et ça va pas être une bonne expérience pour eux. Une autre pratique qui est aussi assez intéressante vis-à-vis des stagiaires, c'est le shadowing que je pratique régulièrement, c'est-à-dire le fait de montrer, mais en direct, les bons et les mauvais côtés du travail ou de la profession, c'est-à-dire de proposer d'assister au bon. Ça, souvent, on le fait. En règle générale, quand il y a une audience et on sait qu'elle va bien se passer, ou quand on a un rendez-vous client et on sait que ça va bien se passer, on propose de stagiaires. Mais en l'occurrence, proposer aussi les mauvais côtés. Proposer aussi de voir la face cachée. Parce que je pense que c'est important. C'est important et ça leur permettra en fait notamment de donner du sens à leur stage. Parce que c'est pas parce qu'ils sont là simplement 6 mois ou 1 an qu'ils donnent pas de sens à leurs expériences. Et donc pour leur donner du sens, je pense qu'il faut à tout prix leur expliquer le pourquoi. Le pourquoi on fait les choses et quel est l'intérêt de faire ces choses-là plutôt que leur donner en tout cas les instructions. Je vois par exemple, dans notre activité, on fait des dossiers de plaidoirie pour les audiences. On leur donne un certain nombre de consignes et notamment en droit du travail, on met régulièrement la lettre de licenciement dans le dossier de plaidoirie. Naturellement, je pense que beaucoup de stagiaires ont imprimé des lettres de licenciement pour les mettre dans les dossiers de plaidoirie sans véritablement se poser la question de savoir pourquoi on faisait ça. Jusqu'à ce qu'on les emmène en audience et qu'ils se rendent compte que en fait, la lettre de licenciement, on la remettait directement au magistrat et qu'ils l'avaient sous les yeux pendant la plaidoirie et que ça changeait toute la plaidoirie, qui reposait en fait principalement sur ce document-là. C'est des petits éléments comme ça où si on leur explique le pourquoi, on leur montre l'enjeu ou la finalité de leurs actions, je pense qu'ils vont être nécessairement plus impliqués et ils vont vivre une meilleure expérience. Et je pense que la dernière chose, à mon avis, vis-à-vis des stagiaires, c'est de nouer un véritable échange avec eux, déjà, de leur demander ce qu'ils préfèrent, là où ils sont moins à l'aise, et de faire converger les intérêts personnels avec les intérêts collectifs, avec l'intérêt de l'entreprise. C'est-à-dire que, par exemple, on a beaucoup de stagiaires ou d'apprentis qui font des mémoires. Pourquoi pas? Déjà, première étape, de leur demander sur quoi porte leur mémoire. Deuxième étape, pourquoi pas les mettre en lien avec des sujets du cabinet ou de l'entreprise en rapport avec le mémoire, pour qu'ils puissent voir un véritable intérêt, que ça puisse alimenter aussi le mémoire. Et en fait, on va se rendre compte au fur et à mesure que c'est une relation donnant-donnant entre stagiaire et entreprise. Et on n'est pas là simplement pour une expérience de 6 mois ou une expérience d'1 an à attendre que ça se passe ou à faire des choses. Nous, on a beaucoup de stagiaires qui reviennent vers nous en disant ça a été l'expérience fondatrice et la plupart des pratiques que j'ai apprises, en fait, je les ai apprises chez vous.
Et ça, je pense que c'est le dernier sujet, enfin, c'est le dernier conseil que je pourrais éventuellement donner, de suivre un petit peu les stagiaires après le stage. D'organiser, nous, on organise par exemple une fois par an une galette des rois au cabinet où on invite tous les anciens stagiaires et tous les anciens apprentis. Alors, on a aussi une taille qui nous le permet, mais c'est vrai de garder contact avec eux et de leur demander un petit peu de les suivre dans leur parcours et dans leur évolution, parce que, une fois de plus, ça valorise l'expérience du stagiaire, mais ça apporte aussi énormément à l'entreprise. Côté alumni du cabinet. Exactement. C'est sympa. Et puis, dans l'expérience collaborateur, souvent, on dit que y a le temps de l'entreprise, mais effectivement, il y a le temps d'après. Comment on garde finalement aussi des ambassadeurs de l'entreprise, de votre cabinet, du fait qu'on parle, peut-être qu'ils parlent de votre cabinet, ou en tout cas. Donc, effectivement, c'est une chouette idée. Et puis, ce que tu dis aussi de finalement, les stagiaires, c'est pas leur donner non plus des micro-tâches, des parties de mission où en fait, ils voient pas l'avant, ils voient pas l'après. Donc, effectivement, le sens qu'ils donnent à la partie qu'on leur donnerait, finalement, ça a quand même assez peu d'intérêt, ou en tout cas, eux, ils le voient pas nécessairement. Donc, effectivement, expliquer les tenants et les aboutissants et leur donner en tout cas, potentiellement même une mission un peu complète sur un sujet avec une partie d'autonomie. Intéressant. Sur un sujet un peu plus personnel, au cours d'une de ces expériences, toi, tu as connu un burn-out alors que tu étais quand même très jeune. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, dans l'entreprise où tu étais, peut-être, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre ou recevoir comme aide à ce moment-là? C'est vrai que c'était une période, pour le coup, assez compliquée de ma vie. C'était en Master 2, donc toute fin de mes études. Et je pense que c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup du burn-out chez les collaborateurs. Oui. On parle assez peu du burn-out chez les stagiaires ou chez les apprentis. Ouais. Et il y a des particularités qui font que, en réalité, le stagiaire ou l'apprenti, déjà, c'est un contrat temporaire qu'il est obligé d'honorer, souvent pour des raisons pédagogiques. Donc, c'est-à-dire que si on ne va pas au bout de son stage ou si on ne va pas au bout de son apprentissage, on n'est pas diplômé. Donc ça, c'est la première contrainte. Et moi, donc, j'étais en Master 2, j'étais dans une entreprise, grande entreprise de cosmétiques. Et en fait, je venais de vivre 2 années très intenses. J'avais une première année de Master en droit des affaires, suivi d'un stage, et une seconde année de master en droit du travail, suivi de la préparation du barreau. Donc j'ai préparé juillet-août les écrits pour pouvoir passer l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Et je me souviens qu'on m'avait appelé, enfin mon futur employeur en apprentissage m'appelait pour savoir quand est-ce que je comptais commencer. Et déjà, je me suis pas senti capable de lui dire que j'avais cette expérience-là. Déjà, je retardais un petit peu l'embauche. Et donc, je lui ai dit que je pouvais commencer dès le lendemain de mes écrits. Et donc, immédiatement, après les écrits pour le barreau, qui est quand même une épreuve assez intense, j'ai enchaîné avec l'intégration dans cette entreprise. Et très rapidement, en fait, sont venus les résultats des écrits. Et donc, j'étais admissible, notamment pour les oraux, que je devais donc préparer. Et c'est à ce moment-là que, en fait, je me suis rendu compte que tout devenait un petit peu trop lourd et que il y a une forme de pression que j'ai commencé à ressentir et de stress intense avec notamment des nuits blanches à répétition, un emploi du temps qui est devenu ingérable entre le travail, mon mémoire que j'avais à côté, les cours, la préparation des oraux. Et tout ça en fait dans un environnement où l'entreprise dans laquelle j'étais refusait soit d'aménager mon temps de travail pour pouvoir préparer ces oraux-là, soit refusait que je pose des congés payés de manière anticipée, parce que c'était pas la politique de l'entreprise. Donc c'est à ce moment-là en fait que j'ai commencé à ressentir en fait des premiers symptômes physiques et mentaux qui étaient notamment une fatigue extrême, une incapacité à se concentrer, un sentiment d'échec où en réalité
tout me paraissait insurmontable. Donc, c'est-à-dire que même des tâches du quotidien me semblaient véritablement insurmontables. Un stress omniprésent, une irritabilité assez notoire avec beaucoup de pleurs, de colère qui sont ressortis pendant cette période-là, alors que c'était pas véritablement personnalité. Donc tous ces signaux qui commençaient à apparaître et après les vacances de Noël, en réalité, là j'ai ressenti une incapacité totale à retourner travailler. C'est-à-dire, je ne pouvais pas sortir de mon lit. La la, l'optique de retourner travailler, retourner ne serait-ce que dans les locaux, me paraissait insurmontable et quelque chose de très agressif, très dur à vivre. Et donc j'ai été arrêté pendant environ un mois, parce qu'en fait il était déjà trop tard. Je pense que j'aurais dû... Ou, il aurait été préférable en tout cas d'anticiper un petit peu et de voir peut-être les premiers signaux. Et donc, je pense que j'étais arrêté pendant un mois et demi, enfin pendant un mois, et pendant ce mois-là, j'ai véritablement pensé à moi, je me suis recentré. C'est une étape de reconstruction véritablement petit à petit, pas à pas, de recommencer à faire des choses qu'on aime, retrouver le goût des choses qu'on avait totalement perdu. C'est-à-dire même des choses qu'on appréciait faire. Avec le burn-out, le plaisir avait disparu. Donc, recommencer petit à petit à apprécier et à aimer des choses du quotidien. Alors moi, c'est passé par, en l'occurrence, le cinéma et le théâtre. De se sentir à nouveau vivant et de retrouver le courage et la force de pouvoir éventuellement envisager une reprise. Ce que j'aurais aimé, à mon avis, à ce moment-là, ça aurait peut-être été d'avoir un management un peu plus attentif à ces signaux-là. Moi-même, d'avoir été peut-être un peu plus alerté et informé sur ces signaux faibles, que je repère maintenant quand j'ai des amis autour de moi qui me disent je comprends pas, j'ai des difficultés à me concentrer, je dors très mal la nuit, j'ai une baisse d'appétit. Enfin, j'arrive à, sans poser un diagnostic, parce que pour le coup c'est pas du tout mon rôle, dire attention, ça ressemble peu à peu à un burn-out, un surmenage ou ce genre de choses. Je conseille quand même d'aller voir un professionnel. Et moi, je pense que c'est un peu ce qui m'a manqué en amont, d'avoir ce pré-diagnostic-là, ou de repérer en tout cas ces signaux faibles que moi je mettais avec, que j'associais au stress ou à la période que je vivais. Je pensais que c'était passager, que ça allait mieux, que ça allait aller mieux avec les vacances, tout ce qu'on peut se dire en réalité. Et après, moi, ce qui m'a véritablement manqué, je pense, concernant le burn-out, c'est un discours déculpabilisant. Parce que j'avais une véritable culpabilité, et d'autant plus en tant que stagiaire et apprenti, enfin là en l'occurrence en tant qu'apprenti, parce que je me sentais coupable de pas profiter déjà de cette formation-là qui m'était proposée, premièrement. Je me sentais coupable de faire ça à mon entreprise alors qu'elle avait accepté de m'accueillir. Et je me sentais coupable aussi de pas pouvoir aller en cours. Et je pense que il aurait été peut-être intéressant d'avoir un discours, mais que ce soit managérial ou autre, hein, que j'ai peut-être eu plus tard, mais des années plus tard, où en fait je me suis rendu compte que en fait, le burn-out est multifactoriel, qu'il n'y a aucune culpabilité à avoir, que ça peut arriver à tout un chacun, et c'est pas parce qu'on est fragile, faible ou incompétent. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui aurait pu m'aider et qui aurait pu, je pense, soulager en tout cas un petit peu les difficultés que j'ai rencontrées. Sur ce sujet d'ailleurs, par rapport à cette expérience et puis aussi dans le cadre des accompagnements que tu fais avec tes clients, c'est quoi les recos que tu as peut-être l'occasion de leur faire par rapport à ce sujet? Les recommandations en règle générale, parce que c'est un sujet qui vraiment est de plus en plus présent, notamment dans les contentieux. On le voit de plus en plus, c'est-à-dire que le burn-out est de plus en plus
considéré comme une maladie professionnelle. On a de plus en plus d'arrêts de travail, en l'occurrence pour burn-out. La première chose à faire, et ça fait écho, je pense, un petit peu à mon expérience, c'est, à mon avis, la sensibilisation. Alors, des managers, certes, mais aussi des salariés, pour pouvoir identifier les premiers signaux et voir quand il y a quelque chose qui commence à ne pas aller. Après, la deuxième chose, c'est que je pense, à travers cette sensibilisation-là, qui peut passer à travers des formations, il y a des organismes qui le font très très bien, et il s'est instauré, je pense, un discours un peu justement déculpabilisant, en expliquant que c'est pas un échec personnel, c'est pas un échec professionnel, ça peut être temporaire. J'entendais qu'on avait en France environ 30% des personnes qui vivaient un épisode dépressif. Alors ça peut être de quelques jours seulement, mais c'est pas parce qu'on vit, en l'occurrence, un épisode dépressif ou un épisode de burn-out ou un épisode de surmenage qu'on doit ensuite avoir une étiquette comme étant la personne un peu faible ou la personne fragile qui va nous faire faux bond à la première difficulté. On peut, pour le coup, et c'est ce que j'expliquais avec le fait que le burn-out soit multifactoriel, ça vient de facteurs qui sont génétiques, qui sont biologiques, ça vient de facteurs qui sont psychologiques et voire même environnementaux. Donc c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est confronté une fois à une difficulté et qu'on l'a extrêmement mal vécu parce qu'on avait un contexte qui était défavorable que la deuxième fois, on va le vivre exactement de la même manière. Et je pense que donc il y a ce discours-là. Et puis après, évidemment, dans les entreprises, ce qu'on conseille régulièrement pour des sujets légaux, évidemment, mais aussi parce que c'est un véritable impact sur la santé et la sécurité des salariés, c'est le fait de suivre en fait, la charge de travail et de suivre les temps de repos et les congés des salariés. C'est-à-dire qu'un salarié qui ne prend jamais de congé, même s'il le souhaite, ce n'est pas normal. Et c'est à l'employeur, véritablement, de lui rappeler, voire même de lui imposer ces congés-là. L'employeur est garant de la santé et de la sécurité des salariés. Et il y a un rapport un petit peu plus ou moins, entre guillemets, paternaliste, même si j'aime pas véritablement ce mot-là. Mais c'est-à-dire que si jamais il n'y a pas véritablement de suivi, s'il n'y a pas... si l'employeur n'a pas fait le job, bah derrière... il y aura nécessairement une condamnation ou il y aura nécessairement des difficultés d'un point de vue juridique. Donc, voilà. En tout cas, les 3 conseils que je pense que je pourrais donner. Et à mon avis, moi, ce qui m'a peut-être aussi un petit peu manqué dans le cadre de mon burn-out, ça a été, je pense, d'avoir un espace d'échange interne ou externe, c'est-à-dire avec des personnes qui s'en sont sorties, de savoir que ça existe, en fait. Des personnes qui... ont vécu un épisode de burn-out et qui, aujourd'hui, mènent une vie tout à fait normale et tout à fait... et je pense que ça m'aurait aidé, je pense, à accélérer un petit peu le retour au sein de l'entreprise. Ce que ça fait émerger pour moi quand tu dis ça, j'ai eu une collaboratrice en ligne il y a une quinzaine de jours, et puis dans l'échange, on était dans un entretien découverte pour du coaching individuel. Et elle s'est mise à pleurer et ça m'a interpellée. Et donc j'ai dit, qu'est-ce qui se passe quoi, concrètement, qu'est-ce qui se passe et donc en creusant, parce que chez nous, chez Xelia, il y a quelque chose qu'on appelle la bulle de protection qui est mise en place pour des collaborateurs qui sont détectés dans leur équipe, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, ils peuvent demander, en tout cas en parler à leur référent pour mettre en place une bulle de protection. Et donc, pendant ce temps-là, les gens ne font plus que des choses qu'ils aiment, des choses qui les nourrissent, des choses qui les ressourcent pour un temps limité. Et c'est le reste de leur équipe qui prend en charge. Et puis, à des moments, on peut avoir besoin d'aide. Et puis, à d'autres moments, c'est pour quelqu'un d'autre. Et donc, quand j'ai parlé de cette bulle de protection à cette collaboratrice, j'ai senti ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, je risque d'être un peu stigmatisée. En plus, ça veut dire que mon équipe, je leur mets de la charge de travail en plus, puisque moi, pendant ce temps-là, je vais être obligée de prendre un peu de recul et tout ça. Et donc, j'ai senti ce côté un peu réfractaire, alors qu'il y a quelque chose qui est en place, qui existe et dont on peut tout à fait profiter. Voilà. Et du coup, je me suis sentie
obligé, je sais pas, mais en tout cas, je lui ai dit, mais tu sais, le directeur général délégué chez nous a vécu un moment comme ça, et il a été même le premier à bénéficier de cette bulle de protection. Moi-même, en 2022, j'ai bénéficié de cette bulle de protection. Donc, justement, pour lui dire, le directeur général délégué, il est toujours là, je suis toujours là, on va bien. Mais oui, on a eu un moment dans notre carrière chez Xelia où c'était compliqué pour nous, mais on a levé le drapeau. Et donc, c'est ça que, effectivement, déculpabiliser et dire que ça arrive à des gens, à tout le monde dans l'absolu, et que c'est pas éternel, et puis que ça peut passer si c'est bien accompagné. Donc, je crois que oser aussi dire qu'on va pas bien aussi, que c'est un peu difficile pour nous, je pense que c'est aussi important. Parce qu'il y a quand même beaucoup de Superman et de Wonder Woman qui ne se rendent même pas compte, en fait, qui vont eux-mêmes au-delà de limites. Au-delà de ça, toi, en tant qu'avocat senior, maintenant, tu occupes un rôle de référent, finalement, par rapport à tes apprentis et aux jeunes avocats du cabinet. Qu'est-ce qui, toi, te tient à cœur dans cette transmission? C'est quoi les actions que toi, tu mets en place pour justement favoriser une bonne expérience pour eux? Je pense que ça va faire écho un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur l'expérience collaborateur des stagiaires et des apprentis. Mais moi, déjà, première chose, je pense que j'aime bien donner des responsabilités et de l'autonomie. C'est-à-dire que, à mon avis, c'est un gage de confiance que de donner de l'autonomie. Et donc, je pense que je vais avoir tendance à donner des sujets à traiter de A à Z. On l'évoquait tout à l'heure sur le fait de compartimenter les tâches. Je pense que c'est intéressant, quitte à après dire que la personne n'est pas forcément capable de faire telle ou telle tâche ou de demander de l'aide, mais en tout cas qu'elle voit déjà le processus du début à la fin et qu'elle comprenne les incidences de son travail en fait sur le reste du processus. Je pense par exemple à des stagiaires ou des apprentis qui peuvent notamment faire des recherches juridiques, qui sont une bonne partie du travail quand on travaille dans un cabinet d'avocats. Et au début, on ne voit pas véritablement l'impact ou ce que ça peut véritablement apporter. On a notre manager qui vient avec une question juridique. On recherche dans les bases de données la réponse à cette question. On la structure et on la renvoie à la personne qui nous a posé la question. Je pense que le regard et la vision des stagiaires et des apprentis changent véritablement à partir du moment où on les fait participer ou assister en tout cas au premier rendez-vous client ou à la première réunion avec les clients. Et là, ils se rendent véritablement compte que la recherche qu'ils ont faite plus ou moins rigoureusement en fait, va exposer directement leur manager, donc l'avocat, vis-à-vis du client, et va engendrer derrière des arbitrages. Et donc, c'est ça, quand je dis responsabiliser, c'est leur expliquer véritablement en quoi consiste leur travail, mais c'est aussi les faire participer aux événements qui ont été impactés par leur travail. Donc, c'est-à-dire, je parlais du dossier de plaidoirie avec l'aide de licenciement, les emmener en audience, des recherches, les faire participer au call avec le client. Je pense que, à mon avis, il y a aussi le sujet de, je l'ai expliqué tout à l'heure, faire converger les intérêts personnels et les intérêts de l'entreprise, avec notamment en mettant la personne sur des sujets qu'elle apprécie, en lui posant la question. Et je pense que ce qui est important, c'est d'expliquer qu'il y a un droit à l'erreur aussi. C'est-à-dire qu'il faut faire qu'il faut donner en tout cas son meilleur pour pouvoir et aller et faire notamment du travail rigoureusement, mais qu'il faille pas être tétanisé à l'idée de rendre quelque chose de faux ou de rendre quelque chose dont on n'est pas certain. Et je pense que ça libère un petit peu le travail des stagiaires, apprentis ou collaborateurs. Et je pense que ça les rassure un petit peu, justement, de savoir que nous aussi, on est passé par là. De leur dire que moi, au début, quand j'envoyais des choses
et que j'étais pas véritablement sûr, déjà, un, de le dire, et de deux, euh, bah, véritablement faire tout son possible pour être à peu près sûr de la réponse qu'on envoie, mais ne pas avoir peur, en tout cas, du retour qui puisse être fait sur ce travail-là. Donc créer, je pense, une forme d'espace un petit peu de confiance qui, je pense, mérite d'être posé dès le début. Ce qui peut être intéressant, et je le vois notamment ça peut être dans des séances de coaching ou des séances de médiation, par exemple. On a beaucoup de médiation et de conciliation judiciaire. En début de séance, le conciliateur ou le médiateur pose un cadre. Et je pense que c'est, à mon avis, intéressant et important de aussi poser un cadre d'un point de vue professionnel. De dire, par exemple, la confidentialité. C'est-à-dire que je peux poser des questions, en l'occurrence, sur votre vie personnelle. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Mais si vous en sentez le besoin, sachez que tout ce que vous me dites restera totalement confidentiel et ne sera pas pris en compte, évidemment, pour l'appréciation du travail, etc. De la même manière, un autre principe, je pense, c'est la transparence. Notamment, je repense aux stagiaires et aux apprentis, ne pas leur mentir et être clair et anticiper la fin du stage ou de l'apprentissage. Ne pas les laisser miroiter sur un éventuel poste ou ne pas les laisser miroiter sur éventuellement le fait qu'ils puissent rester alors que par exemple vous n'avez pas les budgets pour les garder ou il n'y a pas de création de poste qui est prévue. Ça peut démobiliser, mais au moins il y a une clarté et une transparence, à mon sens, qui est très importante. Et demain, nous, ça nous arrive à plusieurs reprises qu'on n'ait pas d'ouverture de poste pour garder un stagiaire, même si le stagiaire est excellent, ou un apprenti, même si l'apprenti est excellent, et qu'il fasse une ou deux expériences dans d'autres organisations, et qu'il revienne vers nous, et qu'il apprécie en tout cas cette honnêteté, en fait, je pense. Toujours auprès des jeunes, hein, je l'ai dit dans ta bio, tu es professeur à Paris 1 aussi, avec des approches pédagogiques plutôt innovantes. D'abord, pourquoi cette approche? Et puis, en quoi, selon toi, ça transforme l'apprentissage, peut-être par rapport à ce que toi, tu as vécu dans ce même établissement à l'époque? Déjà, je pense que j'ai eu beaucoup de chance de faire des études juridiques parce que ça m'a appris beaucoup de choses dans une société qui en a beaucoup besoin. Je m'explique. Les études juridiques, en l'occurrence, m'ont appris à notamment structurer un raisonnement, éprouver des informations, vérifier la fiabilité des sources, notamment. Et c'est quelque chose qui, je pense, dans une société de l'information où on peut avoir accès à n'importe quelle information, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, moi, je pars du principe que, en l'occurrence, mes étudiants, s'ils veulent avoir une information, ils l'auront. Ce qui doit être important et ce que j'ai envie, en tout cas, de leur inculquer, c'est cette information est-elle fiable? Et comment utiliser cette information, comment l'articuler avec d'autres pour pouvoir l'intégrer dans un raisonnement juridique et pouvoir répondre à une problématique donnée. Et pour ça, je pense que j'essaye en tout cas de sortir un petit peu d'un apprentissage traditionnel où on nous donne de l'information, une information, un enseignement top-down, en disant voilà ce qui est la vérité, et maintenant débrouillez-vous avec ça. Moi, j'ai une phrase en fait qui m'est restée en tête que j'ai lue il y a quelques années. Et qui traduit bien ça. C'est une phrase de Benjamin Franklin qui dit que tu me dis j'oublie, tu m'enseignes je me souviens et tu m'impliques j'apprends. Et moi je pense que c'est vraiment ça, le fait de impliquer les étudiants et dans l'apprentissage et voire même arriver à une forme de co-construction. Ce que je fais, en fait, ce que je mets en place, c'est réutiliser l'information qu'ils ont à droite, à gauche, pour la structurer, déjà, premièrement. Parce que la structurer,
c'est pas naturel et je pense que c'est ça qu'il faut venir leur apprendre. Et pour la structurer, moi j'utilise aujourd'hui des cartes heuristiques, donc c'est-à-dire du mind mapping pour hiérarchiser et organiser et structurer les informations. Pour leur dire, voilà en fait comment ça fonctionne et les informations que vous allez trouver sur des bases de données, sur Internet, dans tels articles, dans votre cours magistral, en fait, vous allez pouvoir les classer de telle manière. Plutôt que ce soit un ramassis d'informations dont on ne sait pas véritablement quoi faire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense que c'est les confronter au réel et les mettre un petit peu en difficulté. Notamment à travers peut-être des mises en situation ou des interactions où ils n'ont pas le temps d'aller chercher, vérifier ou revérifier une information et de les mettre en fait en situation réelle. Donc ça veut dire organiser des scénettes. Là, en l'occurrence, je suis en train d'enseigner un cours sur les relations collectives de travail, donc les rapports entre syndicats et employeurs. Je m'amuse à rédiger des prompts pour les étudiants, pour qu'ils puissent les jouer, pour, au bout d'un moment, arrêter le prompt. Et qu'est-ce qui se passe après Et c'est très intéressant, parce que justement, quand on les met un petit peu en difficulté d'une certaine manière, ou qu'on les met en situation, bah, y a eu un niveau d'implication qui est bien plus important que lorsqu'on pose une question à un étudiant et qu'il a ou pas d'ailleurs la réponse. Et ça intègre, je pense, un dernier aspect que j'ai vraiment envie de mettre dans ma pédagogie, c'est l'aspect du jeu et l'aspect ludique. Retrouver le plaisir qu'on avait quand on était enfant, qu'on pouvait jouer à peu près sur tout et n'importe quoi. On pouvait, en l'occurrence, prendre des camions de pompiers et les faire rouler pendant 1 heure, avec des choses extrêmement simples ou des choses plus complexes. Mais je suis convaincu que si on reconnecte les étudiants à leur âme d'enfant, et je pense qu'on peut le faire dans toutes les disciplines, et le droit du travail compris, et les relations du travail, les relations collectives de travail comprises, je pense vraiment que déjà on va donner envie aux gens de revenir, ce qui est pas mal. On va donner envie aux gens de s'intéresser un peu plus au droit du travail, et on va donner envie aux étudiants, je pense, d'aller plus loin, quitte à éventuellement, mais ça c'est le Graal, susciter des vocations. Ce que tu viens de dire, ça me fait penser, mon père disait, si tu avais appris tes cours en chantant, tu t'en souviendras encore. Parce que je me souviens de chansons, je connais les paroles par cœur de chansons que je chantais quand j'avais 16 ans. Tu me demandes le même cours, évidemment, je ne m'en souviens pas. Donc, ce que tu dis, le fait de se connecter aussi à de l'émotion, à des choses qu'on vit, ça connecte effectivement à la partie de notre mémoire. Je l'ai dit aussi dans ta bio, tu travailles actuellement, et c'est aussi une partie de la raison pour laquelle tu es là, parce que ça m'a beaucoup interpellée. Tu travailles sur la construction, tu lances là une plateforme qui recense, comme tu l'as dit, qui met en avant des initiatives qualité de vie au travail et responsabilité sociale des entreprises. En fait, c'est pourquoi quel problème tu cherchais à résoudre pour les entreprises, et selon toi, ce serait quoi l'impact positif pour l'expérience collaborateur? Alors, je pense qu'effectivement, c'est un projet qui s'appelle Proceed, donc P-R-O-S-E-E-D, qui a vocation, de manière assez simplement, de recenser, partager les meilleures initiatives en droit du travail qui existent aujourd'hui en matière de QVT et de RSE. Ça part en fait de plusieurs constats. Le premier constat que je peux faire en tant qu'avocat ou conseil, et je pense que beaucoup de professions de conseil se retrouveront, c'est qu'on est beaucoup dans la réactivité, on est beaucoup dans la réponse, et on est un peu moins dans la proposition, quand on nous a rien demandé en tout cas, et on est moins dans la proposition d'idées en tout cas innovantes qu'on voit à droite à gauche. Et je pense qu'en notre qualité de conseil, on a, et surtout de travailler avec des secteurs différents, des entreprises différentes, des clients qui viennent de partout, on a des initiatives, d'excellentes initiatives qui se font dans certaines entreprises, qui ne sont pas reprises, ni partagées, ni même communiquées, et donc personne n'a connaissance. Et je trouvais ça dommage d'avoir dans certaines entreprises des initiatives qui bénéficient uniquement à une vingtaine, une cinquantaine, une centaine de salariés, alors que ça pourrait bénéficier au plus grand nombre. Et je pense que ce qui m'a fait ouvrir les yeux, c'est notamment
l'épisode du don de jour, qui est en fait un dispositif qui a été créé par la société Badois à l'époque, de toutes pièces, alors qu'on n'avait aucun dispositif juridique qui existait à ce sujet. Et en fait, on avait un salarié qui avait besoin de temps pour être au chevet d'un de ses proches. Et par émulation, par ce que peut faire de plus beau l'entreprise, la collectivité s'est concertée et a créé le dispositif du don de jour qu'on connaît aujourd'hui dans certaines entreprises, à savoir la possibilité de donner des jours de congé qu'on a, nous, en tant que collaborateurs, à un collègue qui potentiellement peut en avoir besoin. Et donc, je pense que des initiatives comme ça dans les entreprises, il y en a beaucoup. Et j'ai constaté qu'il n'y avait aucun agrégateur, il n'y avait rien qui rassemblait ces initiatives-là, et que le contraste était que dans les entreprises, les ressources humaines avaient beaucoup de choses à faire et manquaient soit de moyens humains, soit de moyens temporels, voire même de moyens financiers, pour pouvoir mettre en place ces initiatives-là. Et donc, c'est parti de ce constat de me dire, j'ai envie d'offrir aux entreprises, quelle que soit leur taille, des kits qui soient donc clés en main pour implémenter facilement des dispositifs. Et quand je parle de dispositifs juridiques innovants, ça peut être simplement des chartes, des documents unilatéraux ou même des accords d'entreprise pour favoriser, améliorer aussi donc l'expérience collaborateur. J'aime bien donner l'exemple rapide en fait d'une entreprise de 80 salariés où on a un RRH qui souhaite mettre en place un dispositif visant à limiter par exemple l'impact environnemental de sa société. Sauf qu'il ne sait pas comment faire, il ne sait pas vers qui se tourner, il ne sait pas du tout combien ça va lui coûter. L'idée, c'est que sur cette plateforme-là, il va se rendre compte qu'il y a plusieurs catégories, dont une catégorie environnement, au sein de laquelle il y a plusieurs dispositifs, et notamment, par exemple, un dispositif qui peut l'intéresser si jamais il a beaucoup de salariés qui a de la famille à l'étranger, c'est le temps de trajet responsable. Il y a un dispositif de temps de trajet responsable qui est en train de naître dans plusieurs entreprises, et qui, en réalité, n'est pas si difficile à mettre que ça. Le temps de trajet responsable, c'est la possibilité pour des salariés qui voyagent de manière responsable d'avoir des jours de congé supplémentaires. Donc, par exemple, pour aller passer une semaine de vacances au Portugal, plutôt que de prendre l'avion, si on prend le train, l'entreprise propose des jours de congé supplémentaires pour pouvoir y aller de manière responsable. Là, en l'occurrence, l'entreprise aura directement l'information, donc aura l'idée d'un dispositif dont elle n'avait aucune connaissance avant, aura ensuite immédiatement l'idée de combien ça va lui coûter, et elle aura tous les documents clés en main pour pouvoir les mettre en place. Et je pense que c'est quelque chose qui peut améliorer effectivement l'expérience collaborateur, dans la mesure où on a beaucoup de dispositifs, et par exemple le dispositif du don de jour, qui... Si ces dispositifs avaient été mis en place dans des entreprises avant même qu'il y ait un problème, c'est-à-dire que je pense que c'est des sujets qui peuvent être anticipés, et qu'on communique vis-à-vis des salariés concernant ces dispositifs-là, tous les salariés, et je pense notamment aux proches aidants, tous les salariés, par exemple, proches aidants qui va être, les proches aidants vont être pour le coup un enjeu considérable dans les entreprises de savoir comment on concilie son travail avec l'assistance plus ou moins importante d'un proche qui est soit en situation de handicap, soit en situation de difficulté en raison d'un état de santé, etc. Et je pense que ça va en fait donner des outils aux entreprises pour résoudre des situations, anticiper et résoudre des situations auxquelles elles seront nécessairement confrontées un jour. Donc pour l'expérience collaborateur, je pense que c'est indispensable de se poser ces questions-là un petit peu en amont et de se dire, demain, je vais avoir des salariés, et je le disais tout à l'heure, qui vont être impactés en termes qui vont par exemple rechercher du sens concernant l'environnement, du sens concernant l'impact ou l'enjeu sociétal de mon entreprise. Que met aujourd'hui en place mon entreprise? Pour le coup, sur cette plateforme, il y aura
beaucoup de dispositifs qui pourront être utilisés et mis en place par les entreprises et pour lesquels les salariés, d'un point de vue du sens, se reconnecteront, je pense, et pourront même en bénéficier si jamais un jour ils en ont besoin, que ce soit en l'occurrence les dons de jour ou voyager de manière responsable, ou ça peut aller même du simple forfait mobilité durable. Pour le coup, il y a plein de dispositifs qui existent, c'est un petit peu obscur. L'idée, c'est de simplifier tout ça et de proposer des choses qui soient abordables et clés en main pour les entreprises. Parce que les dispositifs dont tu parles, ils sont portés par un cadre juridique. C'est la spécificité aussi de cette plateforme, c'est ça que je comprends. Ce sont uniquement des dispositifs juridiques, c'est-à-dire que pour le coup, on a des dispositifs, ça veut dire des documents juridiques, que ce soit des documents unilatéraux, des chartes, des accords collectifs, qui peuvent être négociés avec les syndicats par exemple. Et ces dispositifs-là, ça va du cadre légal au supralégal, et en l'occurrence, le temps de trajet responsable, c'est quelque chose qui n'est pas prévu dans le Code du travail, mais que les entreprises peuvent mettre en place de manière tout à fait autonome grâce à cette plateforme notamment. Merci pour cette explication. Il me tarde de la voir en vrai, en œuvre. On arrive à la fin de cet épisode. Qui aimerais-tu, toi, entendre dans un futur épisode de Résonance ? J'aimerais bien entendre, pour le coup, c'est une de nos des personnes avec lesquelles on travaille qui, je pense, peut avoir une vision assez intéressante de l'expérience collaborateur dans un domaine peut-être qui sort un petit peu de l'ordinaire, à savoir l'hôtellerie et la restauration, qui est une ancienne DRH d'un grand groupe hôtelier et qui, aujourd'hui, a pour vocation de traiter en fait plein de sujets liés à la RSE notamment. Et c'est donc une personne qui s'appelle Aurélie Auvray avec laquelle on a pu travailler à plusieurs reprises. Et je pense que ça peut être intéressant en tout cas d'avoir son avis sur l'expérience collaborateur et sur notamment ce qu'elle a pu mettre en place pour favoriser cette expérience collaborateur. Sachant que dans cette activité, c'est un secteur en tension. L'attraction et la fidélisation des collaborateurs. Donc, effectivement, ce qui est proposé en termes d'expérience collaborateur, ça a un vrai impact dans ce secteur particulièrement tendu. Clément, merci beaucoup d'être venu partager ton expérience dans Résonance. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain épisode.